Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pince Crâne, votre podcast autour de Magic et du Commander. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'émission sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Podcast Addict et Google Podcasts, mais aussi et surtout sur YouTube, où vous pouvez retrouver quelques contenus exclusifs, comme Commander Theorycraft, l'émission qui parle de la science du building dans notre format multijoueur préféré. Si vous avez des questions ou si vous voulez simplement venir échanger avec nous, n'hésitez pas à passer sur le Discord de Magic C'est Chic, où on y est très actif. Alors, sans plus attendre, on détape ses permanents, on pioche, c'est parti! Rebonjour et re-bienvenue dans cet épisode du Pince Crâne où nous allons discuter, analyser et débattre autour de l'actualité Commander et potentiellement de ban. Et pour ce faire, je suis accompagné d'un joueur très actif de la communauté francophone. Il rédige des articles et est à la tête de plusieurs énormes serveurs Discord et groupes Facebook consacrés à Magic, j'ai nommé Alicanto. Salut Anaël, je suis très content de t'avoir avec moi ce soir. Salut Nox, très content d'être là également. Ça va bien de ton côté ? Eh ben écoute, c'est pas mal, on enregistre du coup là pendant la période entre Noël et le Nouvel An, et du coup bon on va parler ensemble un peu d'actualité. Mais est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs ? Mais avec grand plaisir. Voyons voir, côté Magic, j'ai démarré il y a... ça fait maintenant presque 7 ans, puisqu'on est toute fin 2022 et que j'ai commencé en tout début 2016 avec Oath of a Gatewatch. J'ai découvert Magic tout d'abord via le Limité grâce à une association locale. Et ensuite, je me suis intéressé au Modern et au Commander. Au fur et à mesure, effectivement, j'ai joué pas mal en Commander, initialement beaucoup en proxy. Quand D'accord. je suis arrivé en école. Et j'ai proxy plein de decks qu'il y avait sur EDH-Rec, tous les commandants les plus joués d'il y a quelques années. Puis je me suis transféré un peu sur le moderne pendant que je m'améliorais sur Magic pour mieux comprendre toute la stratégie et la théorie du 1v1. Et en parallèle, j'ai développé une bonne partie des communautés Magic francophones actuelles. Comme tu disais, donc plusieurs serveurs Discord et groupes Facebook. Donc le Facebook MTG-RAD, Règles Astuces Deck, que vous devez peut-être connaître. Ou encore tous les groupements MTGFR, Modern FR, etc. Effectivement, c'est des groupes un peu sur les réseaux sociaux qui sont très actifs et dont on voit pas mal parler. Mais on est ensemble, toi et moi, pour parler du coup d'un sujet d'actualité. Il se trouve que le 22 décembre dernier, on a pu voir apparaître sur le site Star City Game un article de Sheldon Menery, qui est un des joueurs fondateurs du format Commander, mais qui est aussi un membre du comité qui définit les règles et la banlist du format. C'est un peu le visage de ce comité, notamment car il est pas mal mis en avant sur les réseaux. Eh bien, cet article de quoi il parle, et il a de quoi faire parler. Il met en avant la nouvelle Elesh Norn, Merde des Machines, éditée dans la prochaine édition, Tous Fériction. Alors, avant de nous plonger dans l'article en lui-même, on va mettre un petit focus sur cette carte. Qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce que tu veux nous la présenter ? Mais oui, je peux. Alors, cette petite Elesh Norn, c'est une 4-7 pour 5 mana, 4 génériques et un blanc, qui a une petite capacité statique de vigilance, une seconde capacité déclenchée, qui dit que lorsqu'un permanent entre sur le champ de bataille et devrait causer une capacité déclenchée d'un permanent qu'on contrôle, on déclenche cette capacité une deuxième fois, tandis qu'au contraire, elle a une dernière capacité statique, qui dit que les permanents qui entrent en jeu sous le contrôle des adversaires, qui entrent en jeu tout court, ne déclenchent pas les capacités déclenchées des adversaires. Ok, et c'est une 4-7. Donc en gros, pour faire simple, elle double nos ETB et elle annule ceux des adversaires en fait. C'est ça. À noter que c'est pour tout type de permanent. Donc par exemple, ça trigger sur le landfall. D'accord, ok. Le touche-terre.
Ok, ouais, c'est un mélange un peu du coup de Panharmonicus et de Orbe de Torpeur. Ouais, mais sur un body du coup. Ouais, mais sur un body qui est quand même plutôt acceptable. Qu'est-ce que tu penses de la carte dans son ensemble? Euh, la carte m'a l'air plutôt équilibrée. Le body est assez standard pour une créature à 5 mana. Le fait... Donc c'est un Panharmonicon un peu amélioré sur sa capacité, comme je te disais, parce que justement ça marche aussi sur le landfall. Mhm. Ou au contraire ça peut bloquer les landfall adverses. Et c'est la première fois qu'on voit ces deux effets sur une même carte. On avait déjà vu, cela dit, ces effets sur des créatures. Mhm. Bien que il me semble que pour avoir l'effet qui double les ETB sur une créature, c'est relativement récent. Ouais, c'est Yarok. C'est ça, et il me semble qu'on a un nouveau... Il n'y avait pas un truc dans Jumpstart aussi qui faisait un effet similaire plus récemment? Mais oui, il fallait qu'on attende Yarok pour avoir l'effet sur une créature. D'accord, ouais, Par contre, peut-être. Peut-être effectivement, là, de mémoire, ça me vient pas. Ok. Globalement, voilà, bon, ok. Cette C'est pas carte, une grande nouveauté. c'est pas une grande nouveauté, ok. Et en tant Juste le fait de combiner les effets. Ok, et en tant que commandant, t'en penses quoi? C'est mono blanc, bah, c'est mignon. Est-ce qu'on veut vraiment jouer mono blanc ETB? Ça doit être faisable. Bah, en gros, ça donne un outil de card advantage en command zone, Mhm. ce qui est loin d'être inutile pour du blanc. Il faut après être prêt à jouer un maximum de permanents qui font du CA en ETB, ou juste pas forcément du CA mais qui cantrip ou autre en ETB. Mhm. Mais ça peut donner un pack blanc qui fait des boui-boui de value Ouais, et d'accord. qui doit bien tourner. Du coup, c'est intéressant parce que le côté mono blanc comme ça et que ça double les triggers des landes, ça me fait penser à Emeria, premier du nom. Tu sais, celui où il faut 7 plaines, et une fois du coup que t'en as 7, à chaque fois que t'as un landfall de plaine, tu peux ramener une créature de ton cimetière en jeu. Euh, Tu sais, Dans ça le fait. sens où tu peux récupérer les triggers de quelque chose qui sont déjà passés? Bah, il me semble que ça fonctionne avec Emeria. Tu sais, ça fait partie du cycle de Valakut en fait. Oui. Mais Valakut, oui, Valakut, ça marche sur des ETB. Donc effectivement, les effets Valakut seraient doublés par Elesh Norn. Mhm. Par contre, Emeria, ça se trigger au début de l'entretien. Ah, Et bon. c'est pas un ETB. Ah ouais, d'accord, my bad. Bien qu'en pratique, Emeria, c'est une carte qu'on a vue essentiellement dans des decks Blink. Du moins en moderne ou en commandeur. D'accord, ok, bah, my bad. Je sais pas pourquoi dans ma tête ça fonctionnait comme Valakut, mais en fait, effectivement, là, je viens de vérifier et c'est au début de ton entretien. Donc, je sais pas pourquoi dans ma tête ça trigger à chaque fois que tu posais une plaine, mais absolument Ah, pas. clairement, en C'est une tout cas, erreur. je vais conseiller de jouer Emeria dans un deck Elesh-Land, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Ok, bon, je suis un peu d'accord avec toi sur la carte hein, dans son ensemble. C'est un excellent payoff, voilà, sur une bête. Donc, bah, globalement, voilà, c'est quand même gérable. Hein, ça prendra à peu près n'importe quel anti-bête. Euh, je pense que c'est dans la bonne lignée des Préators en général. C'est peut-être d'ailleurs le meilleur de ce dernier cycle, hein, ou en tout cas, il fait partie Je peut-être pense des qu'il y a meilleurs. match avec le Prétor Vert quand même, hein. Ah ouais, tu penses qu'il y a un match? D'accord, ok, pourquoi pas. Bah, Ah, le Prétor Vert, il est assez oppressant quoi, aussi. le dernier annulait les marqueurs et il doublait les marqueurs. C'est ça. Le dernier Vorinclex. Ouais, même le Gitaxian, hein, au final, il était pas trop mal. Hein. Mais voilà, enfin. Même Sholdred. En fait, sauf peut-être le rouge, ils Ils sont tous étaient plutôt tous bons, bien. hein. Hein, ouais. Je pense qu'en commandeur, du coup, c'est probablement Vorinclex le plus oppressif. D'accord, ok. Tu Parce pen- que vraiment doubler les marqueurs dans les effets, les Hmm. Super Friends et compagnie, ça fait très peur. Et tu penses pas que les ETB c'est hyper générique, peut-être plus générique que les marqueurs? C'est très générique. Alors, oui, dans le sens, c'est plus générique, oui. Mais c'est peut-être. Les payoffs ETB sont peut-être moins forts que les payoffs marqueurs. Ok. Bon, de toute façon, c'est un Ah, petit, un petit oui. concours de zizi entre les deux qui est pas vraiment Ouais, très c'est ça. pertinent. Hein. Oui, c'est pas tout à fait. C'est pas les mêmes decks.
Mm. Enfin bref, un peu toi comme moi, de toute façon, cette carte, on estime que c'était une bonne carte sans qu'elle soit incroyable, mais ce qui nous réunit, toi et moi, c'est l'article de Sheldon Menery qui parle de cette carte. On peut le regarder, toi et moi, un peu plus en détail et le présenter du coup aux auditeurs. Alors il est découpé en plusieurs parties où Sheldon Menery expose les bons points, les mauvais points et le point de vue du comité vis-à-vis de cette carte. Tu nous ferais un petit rappel de ce qu'il y a dans l'article ? Dans l'article de Sheldon, il le découpe en plusieurs parties. Mhm. Une partie sur ce qui est positif, une partie sur ce qui est négatif, et une partie sur ce qu'il voit sur le futur de la carte dans le format. Dans les éléments qui lui semblent plutôt positifs, il nous dit que côté flavor, c'est très bien, c'est un prétor et tout. Il parle un peu des mécaniques de TB qui sont associées, Mhm. de la flexibilité qui est un terme qu'on avait mentionné, justement parce que beaucoup de choses peuvent utiliser 2 ETB. Et en tant qu'effet stack sur Power Orb, ça peut servir à calmer un petit peu certains trucs qui pourraient être embêtants autrement. Typiquement, 2 des gros problèmes du format, Thassa's Oracle et Dockside Extortionist. Effectivement, ouais, il présente ça comme un bon point au final, que cette carte, elle dodge ces 2 cartes-là qui sont relativement pressantes. Ok, je sais pas à quel point c'est un bon point. Pour moi, ça me... Enfin, je dis ok, c'est bien, ça les arrête, mais bon, ça me... Pour moi, le simple fait qu'il mentionne spécifiquement ces 2 cartes, c'est quand même qu'elles sont fortement identifiées comme étant des soucis quelque part. Ouais, presque je prends ça un peu pour du taunt, mais on y reviendra peut-être plus tard. Ouais, je suis assez d'accord. Je reste quand même d'avis que c'est plutôt bien qu'il existe des cartes de stacks et des cartes de payoff, surtout quand c'est des cartes avec lesquelles on peut très facilement interagir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je préfère à la limite effectivement les voir sur des créatures blanches que de les voir sur des enchantements, un petit peu comme, je sais pas, Rest in Peace ou des conneries un peu comme ça. Je préfère à la limite qu'elles soient sur des pets et dire bon bah voilà, ça va faire paratonnerre, ça dégage, boum. Bien d'accord. Donc à ce coup-là, ça peut être relativement difficile de faire de la value dans le tour où on la joue. Mhm. Donc elle peut juste se faire gérer avant qu'elle ait fait quoi que ce soit. Yes. À moins évidemment que notre deck soit tribal removal en ETB. Et là, je peux plus rien pour vous. Hein. Si votre seule réponse c'est solitude, bonne chance. Ok. Et après, il attaque les mauvais points. Oui. Qui rentre dans le fait que ce soit flexible, oui, mais du coup, c'est trop générique. Parce que les ETB, il y en a dans tous les sens. C'est trop facile d'en mettre dans un deck. Et en plus, ça bloque trop de decks. Par conséquent, c'est trop facile de faire de la value avec. Bof. Enfin, je suis moyen d'accord avec cet argument, dans la mesure où il y a énormément de choses génériques au final dans le format et enfin on fait avec. En fait, j'ai l'impression qu'il critique le fait que ça soit selon lui une sorte de staple et je pense que mathématiquement, pas nécessairement. Autant il y a beaucoup de TB dans le format, ok. Autant combien de TB ça va vraiment stopper au cours d'une partie. A priori, en plus, les joueurs vont simplement pas jouer les cartes qu'ils ont en main, plutôt que faire un non-ETB. Enfin, ils vont tourner autour de la carte en réalité, donc je pense que, je sais pas, je trouve ça un peu... L'argument me fascine pas plus que ça. Ouais. D'autant qu'il y a un élément dans son argument que je vais traduire en français, c'est qu'il dit quand 20 ou plus de nos cartes ont déjà été décidées avant qu'on commence à construire le deck, on se dirige dans une direction dangereuse. Et là, on parle du format dans lequel Sol Ring est légal, du format dans lequel on a à peu près toutes les staples du jeu qui sont légales, sauf que LH Norn, je vois pas ça comme une staple qui va être jouée dans tous les decks. Ouais, je suis Et d'accord. c'est vraiment de la mauvaise foi de dire que les staples c'est mauvais dans son format. Parce Alors, qu'il y a 100 cartes à bannir avant. ouais, bon, je te propose qu'on en parle en conclusion parce qu'on on va faire le tour de l'article et après on fera un peu le bilan. Mais spoiler, je partage quand même un peu ton avis.
Et ensuite, dans la deuxième partie des mauvais points, il évoque le fait que ça ferait de la value trop facilement. Oui, il a dit ça de Panharmonicon avant? Je sais pas, moi je trouve ça un peu stupide, tu vois, c'est un peu comme comme saison de dédoublement. Alors forcément, quand on compare les deux sont pas tout à fait Pour le coup, doubler une comparables. saison, ça me fait beaucoup plus peur. Mais Parce que les Planeswalkers qui arrivent et qui font leur ortil direct, oui, ouais, enfin, les deux ont une capacité dégénérative, c'est sûr, mais de toute façon, c'est leur design qui sont comme ça. D'autant plus que, en fait, j'ai l'impression qu'on troque le fait que Elesh Norn est plus facile à gérer, mais à côté, elle a plus de lignes de texte, elle constitue un bloqueur, voire un attaquant intéressant, mais à côté, elle prend absolument tout ce qui passe, quoi. pour le coup, pas 100%, parce qu'elle a quand même beaucoup d'endurance, un CCM élevé, et elle bloque les removals en ETB, mais effectivement, elle prend quand même beaucoup de choses. Ouais, pour moi, Typiquement, vraiment... on l'envisage pour le moderne justement parce qu'elle bloque une bonne partie des removals du format. À ouais, savoir, elle évite Fatal Push, Bolt, Hit, Leyline Binding, Solitude, etc. d'accord. C'est intéressant, mais je pense que justement, le fait qu'elle prenne. Elle évite, pardon, une bonne partie des removals du format moderne est plutôt un argument qui est legit en commandeur, tout simplement parce que la plupart des removals du moderne, en fait, target soit des trucs à bas coût, soit à faible statistique. Oui, on est d'accord. Et donc, les removals du Commander sont très différents. Les removals du commandeur sont très différents. Elle échappe quasiment à aucune Vras, qui sont quand même à peu près légion dans le format, et on joue quand même, comment dire, en commandeur, on a plutôt tendance à jouer des removals qui sont multi-cibles, ou en tout cas qui ont beaucoup de cibles. Soit alors à très bas goût et très permissive, comme Sword to Plowshare, ou soit quelque chose qui va coûter plus cher, mais qui va vraiment toucher à tous les types de permanents. Donc, je suis pas... voilà, j'ai l'impression qu'on a troqué, du coup, des lignes de texte contre le fait que ça se prend à peu près tout. Donc, c'est l'idée, le fait de devenir une créature, c'est plus sensible à beaucoup de choses tout de suite. Après, le body, il se plaint un peu du body dans l'article, mais bon, enfin, une 4-7 vigilance pour 5, soit. En fait, je trouve ça correct. Enfin, pour une carte, pour un prédateur mythique, enfin, la rareté, c'est un faux argument, mais enfin, c'est un prédateur. On attend de cette carte-là qu'elle tâche. On parle du format où on a des 6-6 vols lien de vie pour un mana. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors après, tu vois, est-ce qu'elle aurait pu coûter peut-être un blanc en plus à la place d'un générique? Certainement. Mais enfin, là comme ça me choque pas. Enfin, c'est pas... Voilà. Ce qu'on demande à un prédateur, c'est qu'il soit impressionnant, et ça l'est. Ça l'est. Mais de là à dire que c'est cassé, je pense qu'on n'y est pas tout à fait. Ouais, je suis assez sceptique aussi à ce niveau-là. Et Il me semble, cela dit, que les autres prétors avaient un double coloré dans leur coin mana. c'est le cas de Sholdred, j'en suis tout à fait sûr. Et il me semble que les autres aussi, hein, écoute. C'est le cas de Oui, j'ai Scryfall ouvert sous les yeux, c'est l'intégralité de tous les autres prétors du jeu, ils ont un double coloré dans leur coin mana. Et ben voilà, on a mis le doigt sur une erreur de design. Et la troisième partie de cet article, elle évoque du coup le point de vue du comité. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Globalement, il explique qu'il a tenté de dire à Wizard de ne pas imprimer cette carte, car oui, Sheldon et le comité en général ont une voix dans le design des cartes. Et il pense que la carte ne sera pas bannie tout de suite. Le seul cas où c'est arrivé, c'était avec Lutri, qui brisait vraiment les règles spécifiques du format. Mais dans l'état, il voit pas de raison de pré-ban une carte avant de l'avoir testée en pratique. Okay, bon. Et il est pas sûr qu'elle sera bannie, mais il l'aime pas pour autant. Et il évoque aussi que cette opinion-là, en tout cas les craintes qu'il a vis-à-vis de cette carte, elle n'engage que lui parmi le comité. Bon, voilà à peu près tout ce qu'il y a dans l'article, hein. On vous l'a synthétisé, mais bien évidemment, il sera en description de cet épisode, que vous l'écoutiez en audio ou sur YouTube. Bon, qu'est-ce que t'en penses de cet article? Comme tous les articles de Sheldon, je suis toujours impressionné par ce
du fait qu'il ait le droit de gérer un comité et d'avoir un regard sur le design des cartes? Oui, effectivement, Sheldon, je trouve il a une approche du format qui est ringard. Et quand je dis ringard, je veux dire dépassé. Je trouve qu'il a une analyse qui est vieille, qui est en retard, qu'il a des œillères. Enfin, je sais pas, effectivement, j'ai l'impression, soit c'est de la mauvaise foi, soit il est pas compétent, potentiellement un peu des deux. C'est mon Il y avis, a de hein, fortes chances. c'est mon avis personnel. Mais ouais, du coup, pour l'exercice, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Quoique, en fait, j'ai Trouver des réfléchi. points positifs si tu veux. Allez, vas-y, Pour le coup, je suis assez d'accord avec tous ces bons points. Je Sur suis tous les aussi. points positifs qu'il trouve à la carte, je suis en face. Moi aussi, je suis globalement d'accord, hein. La carte est chouette et elle donne envie de la jouer, de la tester. Globalement, enfin, ses effets restrictifs, ils sont restrictifs, mais pas tant que ça. Je vais pas arriver à faire l'avocat du diable. J'aurais bien voulu, mais pas tant que ça. Parce que au cours de l'article, voilà, il parle. Enfin, il y a Magistrat de Dranit, hein, qui est évoqué, mais je trouve que c'est très différent dans l'aspect ludique. Magistrat de Dranit, ça arrive tour 2 et ça empêche de jouer la carte pour laquelle tu as joué ton deck. Donc ça va arriver. Enfin, ça fait peur parce que ça arrive très tôt et ça bloque la pierre angulaire de ton pack. Et c'est pour ça qu'on critique ça, comment dire, qu'elle est sur les shotlists et que la carte est critiquée. Je pense pas qu'elle est spécialement critiquée pour une histoire de puissance. Je pense qu'elle est plus critiquée pour son aspect Désagréable. ouais, désagréable ou en tout cas qu'elle casse la dynamique du format. Je pense pas que ça soit du tout le cas d'Elish Norn, voire même c'est l'inverse au final. Je pense que Elish Norn, elle répond bien à ce que veut faire le format, c'est-à-dire des trucs dégénérés. Je pense qu'à partir du tour 5-6, bah, on a envie de boubouiter et faire des doubles triggers et commencer à poser des préators, des dragons, des gros trucs, quoi. Je pense que c'est même l'esprit du format. Et puis surtout, ce qui me dérange, c'est qu'au début de cet article, il balance une phrase du genre comme quoi il n'y a pas que la mécanique, la valeur mécanique d'une carte qui compte, il y a aussi la valeur sociale, et qu'il faut la prendre en compte. Ce à quoi je suis tout à fait d'accord à 100%. Néanmoins, j'estime que la valeur sociale de LH Norm, bah, elle est plutôt bonne, quoi. Enfin, je suis pas sûr qu'elle engendre des feel bad. Et comme tu disais, bah, ne serait-ce que cet aspect social, enfin, il y a une liste de cartes longues comme le bras qui mériterait de se faire couper la tête bien avant LH Norm, quoi. Orb. Ouais, ouais, pourquoi pas, mais enfin. Et encore, hein. Je trouve que Thor. Oui, c'est pour trouver un exemple qui est sur la même mécanique. Ouais, voilà. Moi, Alors, retirer. Moi, si je devais prendre un exemple qui n'est pas sur la même mécanique, mais qui, sur le plan social, je trouve complètement gratuite et à laquelle on ne peut pas vraiment répondre et qui casse du coup l'aspect ludique d'une partie. Ça peut être une carte comme Expropriate, tu vois, où tu as juste en fait à payer 9. La seule bonne réponse vraiment c'est Counterspell ou Protection de Teferi. Et derrière, le lanceur du sort il va jouer plusieurs tours et te voler tes permanents. Je trouve qu'en termes de puissance mécanique c'est très élevé. Mais en termes d'aspect social c'est très mauvais, quoi. Enfin, je suis pas. Oui, mais tu comprends, Coalition Victory, ça demande d'avoir 5 lands, ça demande d'avoir 5 permanents, on peut y interagir via des removals, via des boons, via des contres, mais c'est trop fort. Je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il y a une estimation qui est un peu bizarre de cette valeur sociale qu'il exprime. J'ai pas l'impression que le curseur il est mis au bon endroit, ou en tout cas à chaque fois que Sheldon il s'exprime, bah, j'ai l'impression que ce qu'il estime être une bonne valeur sociale d'une carte, bah, c'est très très éloigné de ce que peut exprimer la communauté. Tu avais fait un épisode sur sa comparaison de Sol Ring et des signets ? Oui, effectivement, j'avais fait un épisode qui traitait de ça et on avait relevé que c'était un peu osé. Ouais, alors, l'expression que j'ai quand je parle de Sheldon, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'ai pas tout à fait envie de lui jeter la pierre tout le temps parce que il a quand même des fois, à de rares moments, il a des moments de fulgurance. Ça me fait chier de le tacler parce que j'adore ce format et je suis très content qu'il soit en place. Et ça fait partie quand même des gens à qui on le doit, mais
je suis plutôt mécontent que ça soit cette personne-là qui représente la communauté, parce que je le trouve vraiment à côté de la plaque. Et en fait, voilà, j'ai l'impression que, tu sais, c'est ton tonton Roger qui te parle d'informatique, alors que ça fait 20 ans qu'il a pas mis les doigts sur un clavier, et que lui, à l'époque, il bidouillait un peu, tu vois. Il est ringard, il est en retard, je suis pas sûr qu'il sache ce qui est dans le coup et comment les parties, je sais pas, elles sont jouées dans le plus grand nombre. J'ai l'impression qu'il est en retard. Peut-être que je me trompe, hein, et peut-être que c'est aussi nous parce qu'on est français, et que le commandeur aux États-Unis il est joué comme ci comme ça. J'ai du mal à avoir du Vachement en recul. face quand même. Pareil, j'aime énormément Commander, j'ai toujours mes 10 decks slivés, prêts à l'emploi pour n'importe quoi. Et puis, je lis Sheldon et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Je sais pas non plus effectivement si c'est une question de temporalité ou de géographie, Mm. mais quand je me balade sur Twitter, sur Reddit, etc., c'est même plus une question de temporalité puisqu'on va voir tous les gens qui vont le démonter. Et je cherche les gens qui le supportent et j'en vois pas des masses ni sur Twitter ni sur Reddit. Ouais, je suis plutôt d'accord. Il a des prises de parti qui sont un peu tendancieuses, hein. Sur Twitter, il s'est même fait ce qu'on appelle dans le jargon ratio. C'est-à-dire que Ouais. en présentation de son article qu'il a posté sur Twitter, il y a une des personnes qui lui a répondu qui a eu plus de likes que lui, et effectivement il était plutôt là pour le démonter. Et du coup la personne qui lui avait répondu lui a dit quelque chose. Je suis choqué des propos que vous tenez vis-à-vis de cette carte. On est d'accord sur le fait que c'est plutôt fort et certainement sous-évalué. Par contre on n'est pas d'accord pour dire que empêcher nos adversaires de faire des choses, c'est strictement mauvais pour le format. Et il cite Dockside et tout ça, et Tassa Oracle comme des gros problèmes qui impactent beaucoup plus le format selon lui. Et donc du coup voilà, c'est cette réponse qui s'est fait up-liker. Et, c'est Pleasant Kenobi, il faut dire qu'il a aussi énormément de follow sur Twitter, ce qui aide que Ouais, des gens à répondre. effectivement. Mais voilà, dans l'ensemble, la majorité des commentaires sont négatifs. Effectivement, Tassa Oracle et Dockside sont des cartes qui reviennent souvent dans les commentaires, donc on a l'impression que la communauté estime que ces deux cartes-là sont vraiment problématiques. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, au niveau CEDH, j'ai cru comprendre que Tassa's Oracle était effectivement très problématique parce que tu peux juste gagner avec pour 3 mana et avec plein de lignes différentes. Tandis que, par contre, Dockside Extorsionniste est devenu beaucoup moins fort d'après les derniers retours que j'ai eus, dans le sens où les gens packent de plus en plus d'effets Stony Silence, ce qui fait que les trésors et le Fast Mana ont perdu un peu de leur superbe. D'accord, on parle de CEDH, CEDH. Et tu me dis que les gens se sont un peu adaptés à la méta finalement. Pour Dockside, oui. Pour Tassa's Oracle, la réponse de s'adapter, c'est If you can't beat it, join it. Ouais, c'est plutôt compliqué de s'adapter à Tassa Oracle. Et en dehors du CEDH? Et en dehors du CEDH, j'ai pas trop vu de gens abuser de Tassa's Oracle. Je l'ai plutôt vu en fait dans des jeux Blink ou Dévotion. Oui, moi À aussi, ce ouais. niveau-là, ça va. Tout comme on voit pas forcément spécialement des Laboratory Maniacs. Éventuellement, si dans les jeux bleus qui font le spell à 12 qui te fait piocher tout ton deck moins une carte. Ouais, enfin, globalement, moi aussi j'ai l'impression Mais, qu'en commandeur, les gens jouent le jeu autour de Tassa Oracle et s'amusent pas juste à jouer une combo de 2 cartes avec elle dans le tas, tu vois, pour juste finir un peu de nulle part. J'ai l'impression que les gens jouent plutôt le jeu et cherchent pas nécessairement à en abuser. Tandis qu'Extorsionniste, pareil que Extorsionniste pour 6 mana, c'est trop fort pour le format. Mais oui, je pense à toi, Titan. Bon, d'accord, Titan, ça va chercher exactement les landes qu'on veut, soit. Oui, non mais je suis d'accord. Bon, si c'est pour aller chercher les landes, c'est quoi déjà Urborg et Cabal Coffers, bah autant juste jouer Dockside Extorsionniste, quoi, ça ira plus vite. Dockside, il a ce truc-là où c'est un vrai staple, hein, pour le coup. Rien que jouer rouge est un argument pour le jouer. Lui,
Par contre, le fait que ça soit une créature, c'est carrément une force, hein, au final, tout simplement parce que la réanimation, le blink, les copies même, hein, au final, tu peux faire plein de choses pour en abuser. Pour le coup, c'est beaucoup plus une staple que les Schnorn, hein, ça. On est bien d'accord, et Dockside, c'est joué absolument dans toutes les strates du commandeur. Enfin, c'est globalement la seule vachement raison de ne plus, pas jouer si on joue rouge en casus, c'est le budget. c'est Ou vrai. l'envie de ne pas jouer une carte trop forte. Voilà. Donc finalement l'aspect social, et là pour le coup c'est plus dur à justifier, hein, finalement, dans un groupe de jeu, de dire ouais non on joue pas avec Dockside, notamment parce que à partir du moment où tu joues Tribal Gobelin ou quelque chose comme ça, t'as envie de le jouer, quoi. Enfin, en fait c'est très humain, la carte est intéressante, elle a des effets très positifs et tout ça, elle a un flavor qui est cool, et c'est un peu gratuit de la jouer. Et elle génère pas tant que ça, je trouve, hein, après c'est une approche très personnelle. Je trouve pas qu'elle attire autant. Je trouve pas que sa valeur sociale elle soit néfaste. Alors, en termes de gameplay, c'est une carte qui est très déséquilibrée et on ferait mieux sans. Mais c'est pas une carte que quand tu la joues, les gens ils font la gueule et genre ils ont envie de remballer, quoi. Ça fait du mana. Voilà. Les gens se plaignent pas quand tu fais du mana en général. C'est ça, donc... Sauf quand ils regardent l'équilibre de la carte et là ils commencent à dire « Ah, c'est vrai que c'est peut-être un peu trop fort ». On est d'accord, hein, de toute façon, la carte est trop forte, c'est sûr, et je pense qu'on aurait absolument tous aimé qu'elle coûte beaucoup plus cher en mana. Ça serait déjà ça, et rien que le design est déjà excessif. Mais bon. Et il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'était que le comité puisse du coup avoir une voix vis-à-vis du design des cartes. Qu'est-ce que tu penses de ça ? J'en pense que c'est intéressant, entre autres parce que le Commander, ça reste le format construit le plus joué de Magic actuellement, donc c'est cohérent qu'ils puissent savoir ce qui va se passer, entre autres pour qu'ils puissent gérer leur banlist de leur côté, et pouvoir donner un peu des conseils pour adapter un peu certaines cartes au Commander. C'est ce qu'on a énormément vu avec typiquement tous les effets qui disent « Each Opponent » au lieu de « Target ». CF le moderne, où auparavant on jouait Leyline of Sanctity pour se protéger de Mill, et dorénavant les effets qui Mill ils ciblent chaque joueur. Maintenant quand on a Hexproof ça marche plus. C'est pas forcément un positif non plus pour tous les joueurs de Commander, puisqu'il lit beaucoup de joueurs qui se plaignent du fait qu'il y ait des cartes spécialement pour le Commander, et qui préféraient avant quand les cartes étaient conçues pour le Magic on va dire plus classique, et qui pouvaient ensuite les jouer en Commander sans qu'il y ait d'abus de mécanique. Je vois. Et dernier point par contre négatif, c'est le Commander c'est un format casual, on peut juste ne pas jouer les cartes qu'on n'a pas envie de jouer. Du coup, pourquoi les playtester pour le Commander si on peut juste ne pas les jouer si on n'a pas envie? Alors que dans tous les autres formats 1v1 compétitifs, si on veut gagner, il faut qu'on joue les cartes qui sont pas balanced, et voilà. Alors, on est d'accord, c'est effectivement une approche qui est très opposée, mais je trouve ça pas plus mal qu'elle soit testée, parce que, enfin, comment dire, la banlist elle fait quand même jurisprudence, c'est-à-dire que tu auras toujours plus une majorité de gens qui préféreront juste suivre la banlist plutôt que essayer de fabriquer des règles maison. Donc cet argument social il est un peu compliqué, néanmoins si aujourd'hui on a le cul entre deux chaises, c'est bien parce que la politique autour de la banlist elle est selon moi pas assez prise en main. J'ai vraiment l'impression qu'on a le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que cette banlist n'est pas assumée. Alors elle est censée donner des pistes de mécanique et d'équilibrage qui sont selon eux unbalanced, mais je suis plutôt pour une politique de soit on banne rien et on fait que de la pédagogie pour que les gens discutent entre eux, soit on est un peu plus rigide et on fait une banlist un peu plus complète avec une quarantaine, une cinquantaine, une centaine de cartes. Et voilà. Et là, on met vraiment des garde-fous un peu plus sérieux et on essaye de emmener notre format dans un sens. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on se mouille pas trop, quoi. Je partage complètement cet avis.
Dans le sens où oui, en fait, on pourrait juste laisser les gens jouer avec les cartes qu'ils aiment en casual. Bah, si quelqu'un a son Black Lotus et veut le jouer, bah soit. Enfin, j'aime pas spécialement Fast Mana, mais s'il fait des trucs mignons avec, pourquoi pas. Ouais, enfin, au-delà de ça, je veux vraiment dire voilà, il n'y a pas de carte bannie, vous vous démerdez entre vous, et à côté, on va faire énormément d'articles et de pédagogie pour vous aider à trouver comment vous amuser. Ouais, exactement, ou même vous aider à communiquer entre vous. Voilà, ce qu'on estime qui est équilibré, pas équilibré, nanana, et faire vraiment de la pédagogie. Et bah, le P9, en vrai, je suis pas sûr que grand monde ait envie de le voir, mais... Oui, parce que la suite, ça aurait été que je dise que on va peut-être faire juste une banlist budget et sortir les cartes qui valent plus de 1000 balles. Ou X euros, dont le P9. Voilà, ça aurait été la suite. Tiens, d'ailleurs, tant qu'à faire, je te propose un petit exercice. Si t'avais 2-3 cartes à sortir de la banlist et 2-3 cartes à rentrer de la banlist, ça serait lesquelles? Rentrer sur la banlist, Sol Ring, Mana Crit, Mana Vault. D'accord. Voilà. Ce sont les cartes que je déteste le plus en commandeur. Ok. Enfin bon, du coup, il y en a. Du coup, je rajouterais Jivo de Lotus et 2-3 autres Oui, trucs. enfin bref, Mais ok. ça donne. Enfin, le Fast Mana qui est complètement craqué au-dessus, enfin de tout quoi. Et sinon, les quelques cartes qui pourraient sortir, je pense qu'on pourrait très facilement sortir certaines WinCon. Qu'est-ce que j'avais mentionné tout à l'heure? Coalition Victory. Oui, effectivement. Tu peux soit, il faut contrôler un trio mais un Ravland et une créature 5C. Enfin, il y a plein de moyens d'interagir avec. Ça me choque pas outre mesure que ce soit dans le format. Ouais, alors en même temps, le fait que ça y soit pas, est-ce qu'on gagnerait quelque chose à la récupérer dans le format? Franchement, je pense que oui. D'accord. Ça m'amuserait de voir certaines parties qui se finissent d'un coup. Ouais, j'ai plein de trucs en jeu, j'ai gagné. D'accord, ok. Bah, faut aucun moment que ça finisse la partie. Il faut jouer 5 couleurs, faut avoir plein de trucs en jeu. D'accord, ok. Il y a plein de spells qui, pour t'arrives à 8-10 mana, t'as gagné la partie sans setup. Ouais, d'accord. Donc, un autre de plus dans le format qui est encore plus contraignant que les autres, ça me choque. Je suis pas tout à fait d'accord avec cet argument. Je pense pas qu'il y a énormément de cartes qui, sans setup, font gagner. Même une carte comme Expropriate, qui est peut-être la carte qui, sans setup, fait peut-être le plus de choses. Il y en aura peut-être d'autres, hein, tu me diras, hein, certainement même. Il y a aussi celle qui prend 2 tours en plus. Oui, bien sûr. Mais c'est des cartes qui, sans setup, te font gagner énormément de tempo. Et certainement aussi beaucoup de value. Je sais pas, pour moi, cette carte-là, dans l'idée, hein, dans sa fonction de finisher, elle ressemble plus à Crater of Behemoth dans la mesure où, voilà, quand t'as passé un certain palier de setup, tu la casses, t'as gagné. Bon bref, je pense pas que la carte soit très balance pour ma part, et je suis pas sûr qu'elle soit très intéressante. Je pense pas qu'elle apporte quelque chose spécialement au format, là où des cartes comme Cauchemar récurrent qui est sur la banlist pourrait, alors une carte qui est très très forte, hein, et qui une pièce de combo tout à fait crade, hein. Mais au moins c'est une carte avec laquelle on peut exprimer de la créativité. Je sais pas, je trouve la carte intéressante. Ouais, sur un autre... Ah oui, dans les pièces de combo, par contre, il y a Panoptic Mirror. Sheldon a été un jour traumatisé par Time War plus Panoptic Mirror. Mais ça prend les anti-artos, ça prend les contres, ça prend les boons. Il faut avoir 10 mana. Il faut avoir 2 cartes. Je sais pas ce que ça fera. Les combos à 2 cartes qui font gagner, il y en a 18 000 dans le format. Ouais, non, mais je suis d'accord. D'ailleurs, il y a un petit mème qui tourne sur internet, comme quoi Sheldon veut ban ceux contre quoi il perd. Ah bah, clairement, Panoptic Mirror, c'est un exemple parfait, hein, parce que sinon, il y a environ 50 cartes à bannir dans les combos à 2 cartes avant. Ça c'est un des moins bons combos à 2 cartes. Tu peux expliquer ce que ça fait, le miroir, pour les auditeurs? Oui, tout à fait. Pour 5 mana, en incolore, on imprint un éphémère en rituel de notre main, c'est-à-dire qu'on l'exile.
En fait, pour faire ça, il faut payer X, X étant le CCM de la carte qu'on va imprint, et engager le miroir. D'accord. Et au début de chacun de nos entretiens, on peut lancer une copie de la carte imprintée sans payer son point mana. Ok, bon, En gros, avec un tour sup à 5, on paye 5 mana, on joue pas Nautic Mirror. Puis on paye 5 mana, on n'engage pas Nautic Mirror. Et on va exiler un des tours sup qu'on va mettre sous le Mirror. Et au début de notre prochain tour, on va pouvoir jouer gratuitement le sort qui a été exilé avec. Ouhou, tu veux dire qu'une combo qui va nous coûter 10 et 2 cartes. Et 2 cartes. Et qui doit faire le tour de la table. Ouais, Voilà. effectivement, hein, ça semble très 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 loin du top 8 des combos les plus pétés du format. C'est un peu risible d'évoquer ce genre de truc quand on sait qu'il y a des saloperies bien plus fortes que ça. Je sais pas, je suis effectivement mitigé de toute façon sur toutes les prises de position de Sheldon. Je l'avais vu aussi intervenir sur Tolarian Community College dans une interview avec le prof où je l'avais trouvé peu convaincant, que ça soit dans sa manière de s'exprimer, parce que j'avais l'impression qu'il galérait un petit peu, mais bref, je trouvais qu'il avait beaucoup d'arguments de surface. Donc je vous invite à voir cette vidéo et vous faire votre propre avis, hein, bien entendu. Mais quand les sujets de Dockside ont été évoqués, j'ai plus l'impression qu'il tournait autour des questions qu'on lui posait. Et pourtant, c'est pas faute que le prof il lui rentrait dedans de temps en temps. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est des questions que la communauté se pose et sur laquelle, au final, on veut pas trancher. Et forcément, une des questions qui est soulevée par la communauté et qui est légitime, c'est est-ce que ces cartes-là n'ont pas des vétos, n'ont pas des totems d'immunité, tout simplement parce qu'elles viennent d'être reprint ou elles vont potentiellement être reprint bientôt et qu'ils ont des inside. Je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas je mets des grosses guillemets, mais un délit d'initié là-dedans? Justement parce qu'on sait qu'ils voient les cartes à l'avance. Est-ce qu'ils n'ont pas des instructions de rien faire? Après, ils sont supposés ne pas être sponsorisés par Wizard, mais en même temps, c'est Wizard qui leur dit gérer le format, donc s'ils font des bêtises, Wizard peut juste leur dire ciao et les remplacer. Oui, voilà, enfin... Tu sais, le gouvernement est indépendant aussi. Hein. Bon, je pouffe un peu, c'est pas le sujet, mais voilà, enfin, ça a du pouvoir jusqu'à temps qu'on leur enlève, en fait. Et je sais pas, je suis mitigé forcément. Hein, on a envie de penser à un complot de la part des méchants de chez Wizard, mais tu vois, c'est une carte que beaucoup critiquent. On voit que Briseur de Coq s'est fait dégager au bout d'un an. Cette carte-là, dans Dockside, hein, ça fait longtemps que la communauté roule des yeux et souffle de nez quand on en parle. C'est une carte qui, à la base, vient d'un préconstruit, donc elle a coûté très cher pendant longtemps. Elle coûte encore très cher malgré sa réédition récente. Je sais pas, est-ce que ouais, ça commence à faire presque un an d'ailleurs, là, sa réédition. Double Master 2, donc c'était cet été. Ouais, voilà, moins d'un an, ouais. Et bah ça vaut de la thune, quoi. Hein. Ça vaut de la thune. Donc je sais pas. Comme Hellbreacher auparavant. Voilà. Est-ce que t'as d'autres cartes de la banlist que t'aimerais sortir de la banlist? Alors, on a une ban de Worldfire il y a pas longtemps. Pourquoi Sway of the Stars c'est encore sur la banlist? Alors rappelle-moi les effets de cette carte. Sway of the Stars, c'est pour 8 incolores et 2 bleus. Chaque joueur mélange sa main, son cimetière et ses permanents dans son deck, puis pioche cette carte, et le total de points de vie de chaque joueur devient 7. Donc en gros, on recommence la partie, mais on a 7 points de vie. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment en plus dans la même veine que la dernière carte unban. Je sais pas, c'est pareil, hein, ça pourrait sortir, en tout cas sur à peu près les mêmes critères, ça pourrait sortir. Peut-être que Worldfire était une sorte de test, voilà, ils ont estimé que c'était moins nocif, ils voulaient tester et qu'on verra celle-là une bonne prochainement, je sais pas. Il y a une dernière carte sur la banlist dont j'ai envie de parler, pas parce que je pense qu'elle ait besoin de sortir spécialement de la banlist, parce qu'elle a l'air probablement quand même un peu trop forte pour un seul mana.
c'est Limited Resources. Un enchantement pour un blanc qui dit que quand il arrive en jeu, chaque joueur choisit 5 terrains et les garde en jeu et sacrifie tous ses autres. Et tant qu'il y a 10 terrains ou plus en jeu, les joueurs ne peuvent pas jouer de terrain. Ils peuvent, cela dit, toujours en mettre en jeu via d'autres moyens. Et c'est un design que, sur le principe, j'aime beaucoup pour le casual, pas parce que ça coûte un mana et que c'est un peu trop fort à cause de ça, mais parce que ça permet de punir les jeux verts dont on dit souvent qu'en casual, ils peuvent avoir beaucoup trop de terrain en jeu. Genre un jeu vert qui se finit à 30 terrains en jeu, c'est relativement courant, ça peut arriver un peu régulièrement. Et c'est dur à punir autrement que via des effets Armageddon. Cela dit, je trouve quand même que les effets Armageddon, c'est peut-être un peu too much. Parce que derrière un effet Armageddon, on peut plus recommencer à jouer avant un moment, selon les situations, si on a des cailloux, des dorks, etc. Tandis que faire sacrifier des terrains jusqu'à réduire un certain nombre de terrains, je trouve que l'effet c'est pas mal. Et du coup, je vais vous encourager à jouer une nouvelle carte, le Silex de Karn. Qui est beaucoup plus balanced à mon goût, et permet quand même d'avoir... Le Silex d'Urza. Le Silex d'Urza, oui. Le Silex de Karn empêche de sacrifier, donc il bloque les fetchlands. Mais le Silex d'Urza, absolument. Qui est un artefact de The Brothers War pour 3 mana. Pour 4 mana et en l'engageant, on peut l'exiler. Et chaque joueur choisit 6 terrains qu'il contrôle, détruit tous les autres permanents, et garde juste ces 6 terrains. Ouais, effectivement. Du coup, ça fait une grâce pour 7 mana. Tu clears tout, dont les landes. Je suis d'accord, ça répond pas mal à ça répond pas mal à ce besoin. Même, tu vois, j'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes, mais même le design de balance, alors je parle pas de l'équilibrage, hein, mais bien du design, bah, je le trouve pertinent et nécessaire au format justement pour régler cette dominance écrasante de Landfall, en tout cas en partie casual. Tu vois, potentiellement un balance avec potentiellement un peu plus de target dessus, donc notamment les artefacts, en tout cas les types de permanents qui avaient été oubliés à l'époque, et du coup aussi un coût en mana plus élevé, parce que j'estime que 2 c'est c'est trop peu. Pour moi, ça serait minimum 4, voire plus. Mais cet effet en tout cas est plutôt pertinent. L'idée c'est de pouvoir un petit peu en abuser, mais pas trop. Mais il y avait une autre carte un petit peu dans la même veine que cette carte bannie. C'était Chute de l'Empire Tran, c'était une saga. Alors ça coûte cher, hein, oui. Chute de l'Empire Tran, ça coûte 6, c'est blanc, c'est une saga dont le premier chapitre nous dit de détruire tous les lands. Néanmoins, le second et le troisième chapitre nous dit de renvoyer 2 terrains depuis notre cimetière en jeu. Donc en fait, en réalité, c'est au bout du troisième chapitre... Ouais, voilà, pour chaque joueur, pardon. En réalité, au troisième chapitre, tout le monde aura au moins 4 lands, voire même si il n'a pas loupé de land drop, a priori, plus que ça, donc jusqu'à 7 potentiellement, à la fin de la résolution de la chute de l'Empire Tran. Je trouvais que c'était une carte qui, dans son design, était tout aussi intéressant, malgré que j'aurais préféré qu'elle coûte 5, mais je trouve qu'elle répondait bien à ce besoin. C'est-à-dire qu'elle était dans l'entre-deux du Massland de destruction, unfair, et avec une valeur sociale un peu pourrie, et on touche pas au terrain, quoi. Je la trouvais dans un bon entre-deux. Et j'estime que le Silex d'Urza est un peu dans la même veine. Oui, il a bon goût aussi d'avoir une dernière ligne qui permet de tuto un Planeswalker, il me semble. Oui, tout à fait. Là où je suis un peu embêté par la chute des Tran, dans le sens où ça fait vraiment que casser des landes, et ça me semble un peu difficile à justifier dans des decks, à moins qu'on sache que les joueurs autour de nous jouent que des decks verts. Au contraire, le Silex fait plein de choses, et peut facilement être intégré dans n'importe quel deck blanc. Voilà. Bon, encore un mot là sur la banlist. De toute façon, au fur et à mesure du temps et avec la montée du power creep, il y a moyen qu'il y ait un petit peu de roulement. Est-ce que des cartes peut-être comme Titan Vert ou Emrakul, on a peut-être des chances de les revoir? Emrakul, oui, je sais même plus pourquoi c'est banni, parce que c'était pas drôle à jouer. Maintenant, en fait, on a plein de réponses à Emrakul, plein de triggers, de removal, justement, via des triggers ETB. Donc, si on a le combo
Eleshland plus Emrakul, ça devient dur à retirer. Mais c'est plus forcément la carte qui soit le plus dur à enlever. Qu'est-ce qui combo entre les deux? Le fait que pour retirer Emrakul, on ne peut pas la cibler avec des sorts colorés. Tout à fait. Donc par conséquent, les removals qu'on utilise pour gérer Emrakul, à Mhm. défaut d'Evras, ça va être des effets type Oblivion Ring ou Oui. Solitude, qui vont exiler en ETB. Mhm. Ok. Donc avec Eleshland, ça protège d'autant mieux, mais bon, certes, ça reste mineur comme synergie. Ouais, ça reste un peu mineur. Je sais pas, j'estime que Emrakul est pas spécialement une énorme menace, d'autant plus qu'il a quelques garde-fous qui l'empêchent. En tout cas, c'est pas qu'il l'empêche d'être cheaté, ça l'empêche pas d'être cheaté. Néanmoins, tu ne profites pas du tour supplémentaire si tu as fait autre chose que le caster, donc ça va être vraiment une carte qui va être là pour. Si tu l'as hardcast pour 15 mana, félicitations, tu mérites de gagner. Pour du ramp. Ouais, voilà, et en plus, en réalité, tu mérites de gagner, mais ça donne pas la victoire. Enfin, ça t'y rapproche, mais ça te donne pas la victoire. T'as une 15-15 qui a fait sacrifier 6 permanents à un joueur. Bravo. De la même façon, Titan Vert reste une carte très très forte. Est-ce que aujourd'hui, par rapport à l'environnement en général, est-ce qu'elle est toujours aussi forte? On a bien de sûr. plus en plus de payoff assez absurdes dans ses couleurs et dans ses CCM. Voilà. En fait, je suis vraiment. Peut-être que Titan reste encore le meilleur d'entre eux. Oui, certainement. Ça, je suis prêt à discuter. Mais est-ce que c'est vraiment tellement meilleur que le reste? En fait, on voit Dockside. C'est là où je suis mitigé, c'est-à-dire que je suis pas spécialement pour que ces cartes reviennent dans le format. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas beaucoup, parce que j'estime que bon, c'est des cartes un peu faciles à rentrer. Voilà, j'ai un deck ramp boui-boui de l'infini, je rentre Emrakul parce que c'est une wincon. Je rentre Titan Vert parce que j'ai des landes utilitaires potables dans mon deck. Bon, je suis pas nécessairement pour, mais au vu de l'environnement, je me questionne énormément sur pourquoi ça c'est pas ban. Enfin, pourquoi on se trimballe encore des Dockside et plein de genres de saloperies. Ouais, il y a plein d'incohérences dans la banlist. Et du coup, je comprends pas Comment Spargain est banni et pas Nécropotence? Pitié. Ouais, je sais pas. J'ai du mal à comprendre comment ils estiment la balance des cartes et même ce qu'ils appellent du coup la valeur sociale. Je comprends pas bien. Mais bon, écoute, de toute façon, on refera pas la banlist à toi et moi. Du coup, est-ce que tu voudrais passer en outro de cet épisode? Mais je te suis avec plaisir. Et du coup, c'est le moment du partage. Et comme le veut la tradition, c'est le moment où tu peux partager avec les auditeurs une œuvre qui t'a marqué, que ce soit il y a longtemps ou récemment. Ça peut être un film, une série, une bande dessinée, un jeu vidéo, une performance de rue ou un dessin de ta petite nièce. C'est le moment où tu peux partager. Très bien. Dans ce cas, on va parler de jeux vidéo, ce qui est probablement mon jeu vidéo préféré sur PlayStation, Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn pour les francophones. D'accord, ok. Pourquoi c'est ton jeu préféré? C'est un jeu qui a des graphismes magnifiques pour la PS4, probablement les meilleurs graphismes de la console. D'accord. Un jeu plutôt en open world. Dans un monde futuriste, avec un scénario un peu transhumaniste qui me plaît énormément, et des mécaniques de gameplay un peu spéciales, un peu il me semble que ça a été repris par Breath of the Wild d'ailleurs sur Zelda Breath of the Wild plus tard sur Wii. D'accord, ok. Et c'est quoi le pitch un peu de ce jeu? Alors je le connais, je me fais un peu, je joue un peu au con, mais j'essaie de t'en faire un peu parler. Et en pitch dans l'histoire, vous jouez Aloy, une femme qui est à peu près dans la vingtaine et une sorte de recluse ermite rejetée par son village, qui est dans un monde un peu nordique, dans lequel des machines zoomorphes se baladent un peu partout. Et un jour, son tuteur, qui était la seule personne qui s'occupait encore d'elle,
meurt et elle doit partir à l'aventure pour découvrir ce qui se passe dans le monde et comprendre les secrets des machines qui gèrent ce monde. Tout en ayant des technologies très archaïques qui se mélangent avec des technologies futuristes de manière un peu originale. J'avais bien... Enfin, j'ai le jeu, hein, en tout cas le premier depuis il y a un second volet qui est sorti. J'avais beaucoup aimé effectivement le jeu, que ça soit à la fois pour son lore, parce que c'est très bien écrit, hein, aussi pour son univers, parce qu'au final on est dans un avenir où la société s'est écroulée, qu'on est redevenu un petit peu des chasseurs-cueilleurs, mais que la trace de l'humain est restée profondément gravée dans le monde à travers des machines où la faune est représentée par des machines. Et c'est vrai que toute cette ambiance... Il reste des animaux normaux. Oui, il reste des animaux normaux, tout à fait. Mais une majorité de la faune reste plutôt mécanique. Et c'est tout ce qui fait le charme de ce jeu. Niveau gameplay, ça m'avait pas fasciné. Je pense vraiment que le point fort de jeu, c'est son histoire, hein, c'est sa narration. Plus se mettre en haut d'une montagne et observer le paysage. Et puis ses combats aussi, c'était se battre avec des monstres. Il y avait un petit côté un petit peu Monster Hunter, dans l'idée où tu dois viser des parties spécifiques du corps et récupérer des éléments pour utiliser la bonne arme. Ouais, voilà, utiliser la bonne arme, essayer de taper un petit peu sur les éléments et tout ça. C'était relativement chouette. Donc effectivement, moi aussi, je vous recommande Horizon Zero Dawn. Eh bah écoute, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'était cool d'échanger avec toi sur le sujet. Avec grand plaisir. Malheureusement, on n'a pas pu trop se challenger vu qu'on avait beaucoup d'opinions convergentes. Ouais, bon, c'est vrai, on peut pas... J'aurais bien voulu arriver à faire l'avocat du diable, mais j'arrive pas à trouver dans son argumentaire quelque chose qui me parle. Même en poussant un peu les curseurs, je le trouve vraiment à côté, hein. Même dans ses prises de position en dehors du commandeur, j'ai l'impression qu'il est un peu binaire dans ses réflexions et ça me dérange un peu. Donc forcément, j'aurais dû peut-être un peu me préparer un peu plus en amont pour essayer de faire l'avocat du diable comme je voulais le faire, mais bon, j'ai préféré abandonner que plutôt être impertinent. Bon, et sinon, merci aux auditeurs d'être restés avec nous, hein, jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker, de vous abonner, hein, sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou à venir nous interpeller sur le Discord de Magic C'est Chic, ou même sur un de tes Discord à toi, hein, parce qu'on peut te retrouver du coup sur Twitter et du coup sur Facebook, sur MTG Grade, c'est ça ? C'est ça. Ok, de toute façon, tous les liens pour retrouver Alicanto seront aussi en description. Et donc, en attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le Pince Crâne. Salut! Au revoir tout le monde!